qui se profile du côté des marchés américains. On va voir d'ailleurs ce qu'il faut attendre à New York et les thèmes qui vont se développer du côté américain avec Grégory Volokhin. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Vous nous accueillez chez Mescart Financial Services comme tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la forte baisse des inventaires de pétrole aux États-Unis qui a suscité une forme d'enthousiasme, est-ce que c'était justifié finalement? Je me suis un peu frotté les yeux parce qu'en fait c'était la baisse la plus importante depuis 17 ans. Alors on s'est dit fantastique, est-ce que la demande augmente? Mais on avait complètement, les marchés avaient complètement oublié qu'il y avait eu l'ouragan Hermine dans le golfe du Mexique qui avait tout simplement bloqué énormément de pétroliers qui n'avaient pas pu décharger leur cargaison dans les raffineries. Donc les inventaires étaient fortement en baisse. Le marché a été très très intelligent puisqu'il a acheté cette nouvelle et que les cours du pétrole ont monté de plus de 4% hier. On repère la moitié aujourd'hui et ça fait partie de ce qui pousse un peu les indices à la baisse. Bon, ça c'était la réaction un petit peu aux statistiques des toutes dernières heures. De quoi parle-t-on d'autre aujourd'hui sur les tables à New York? On parle qu'il y a beaucoup de membres de la Fed qui vont parler, malheureusement, je dirais, entre aujourd'hui et lundi. Le premier qui a parlé, c'était Rosengren, le directeur de la Fed de Boston, qui dit qu'il faut monter les taux graduellement. Donc ça va un peu dans le sens aussi de ce qu'on entendait hier en Europe. Et ce qu'on voit, en gros, tout simplement, c'est que les obligations baissent. Et puis, puisque actuellement tous les marchés sont corrélés d'une façon historiquement extrêmement élevée. Quand les obligations baissent, les actions baissent, les matières premières baissent et je crois qu'actuellement, disons, il y a une seule direction et cette direction, que ce soit la hausse ou la baisse, entraîne toutes les classes d'actifs en même temps. C'est un des sujets de discussion ce matin à New York. Bon, dites-moi, je me suis laissé dire que toutes les firmes américaines commençaient à tripatouiller. Hier, vous nous tripatouilliez les ventes du côté de l'automobile et aujourd'hui, c'est les clients de Wells Fargo? Oui, alors là, en disant tripatouiller, c'est vraiment une grande gentillesse de votre part, parce que en fait, Wells Fargo a créé 1,5 million de faux comptes et 500 000 fausses cartes de crédit. Je vous expliquerai un peu pourquoi ils ont fait ça, mais le résultat, c'est que en l'espace de 5 ans, ils ont renvoyé 5000 employés à cause de ces indélicatesses. Et il ne faut pas oublier quand même que Wells Fargo, c'est la première banque des États-Unis. Et je vous dirais, moi-même, j'étais la victime, entre guillemets, de Wells Fargo, parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais un compte chez eux, alors que j'avais jamais demandé quoi que ce soit. Donc, je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Allez, rendez-vous est pris 15h45 pour tout savoir de la vie bancaire de Grégory Volokhin aux États-Unis. Merci Greg, à tout à l'heure. On se retrouve bien sûr depuis les bureaux de Mescart Financial Services à New York. De cotation à New York. New York et Grégory Volokhin qu'on retrouve depuis Mescart Financial Services. Voilà, on fait un peu grise mine quand même de votre côté aussi, Grégory. Oui, on trouve pas trop d'inspiration, rien de très positif à raconter ce matin. On regarde les taux qui montent un peu partout, que ce soit en Europe ou ici. On regarde l'énergie qui rebaisse après le rallye peut-être un peu trop fort et pas très justifié de hier. Donc non, en fait, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour motiver les traders à acheter le marché aujourd'hui. Bon, même dans votre ton de voix, Grégory, qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous avez fait un super teasing, on aurait dit un vrai journaliste tout à l'heure, sur Wells Fargo, et c'est faux compte, c'est ça? Vous avez faussement détenu un compte chez Wells Fargo? Oui, alors l'histoire est assez extraordinaire parce que hier, donc, cette nouvelle est sortie que Wells Fargo avait ouvert 1,5 million de comptes de clients sans les informer en fait. Donc ils avaient créé des comptes fictifs pour ces clients et ils avaient aussi accordé 500 000 cartes de crédit à ces clients, toujours sans les informer. Pourquoi ils font ça? C'était assez simple. Les employés doivent rendre des comptes, donc ils doivent ouvrir un certain nombre de comptes par semaine ou par mois. C'est ce qu'on appelle des objectifs commerciaux. Quand on a des objectifs, ou bien on les tient, ou bien on les dépasse, mais il y a toujours la façon honnête de le faire et on peut toujours tricher. Et c'est ce qui s'est passé. 5000 employés de Wells Fargo ont triché en créant des comptes fictifs. Alors,
dans mon cas, je vais vous dire, ça montre un peu comme c'était simple. J'avais un prêt hypothécaire chez Wells Fargo, aucun problème, comme beaucoup d'Américains. Et puis tout d'un coup, quand j'ai remboursé ce prêt il y a quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais aussi un compte d'épargne, un compte de chèque avec une position de $200 que je n'avais jamais vu chez Wells Fargo. Et qu'est-ce qui s'était passé? Tout simplement, un employé indélicat s'est dit tiens, on va réussir à virer $100 de ce compte hypothécaire sur un nouveau compte qu'on ouvre, puisque ce compte n'aura pas d'activité, le client ne va jamais recevoir d'avis, ni de relevé jusqu'au moment où il va le fermer. C'est ce qui s'est passé et on peut penser qu'il y a un petit malin d'employé de Wells Fargo qui a dû avoir une petite prime. Alors un compte c'est pas grand chose, voilà, mais 1,5 million de comptes c'est beaucoup. Donc 5000 employés qui ont été licenciés sur un certain nombre d'années, une amende de un peu moins de $200 millions qui n'est pas énorme, mais surtout je dirais là le problème de Wells Fargo c'est quand même certaine perte de confiance, je pense, de la part non pas des investisseurs ou pas trop, mais surtout de la part des clients. Bon, vous n'avez pas eu de frais de clôture de compte au moins? Non, ils ont pas été jusque-là. Bon, toujours dans le monde financier, un procès contre Mastercard en Grande-Bretagne, pourquoi? Oui, alors là, c'est de nouveau ce sujet. On sait que les compagnies de cartes de crédit, que ce soit Mastercard, Visa ou American Express, font payer aux marchands, évidemment, des taux assez importants, un certain pourcentage de chaque opération. On sait qu'American Express, c'est un pourcentage très élevé, que Mastercard et Visa, c'est un pourcentage moins important. Mais selon, en tout cas, les plaignants en Angleterre, ce pourcentage de Mastercard a été gonflé et a été d'une certaine façon débité justement lors des transactions qu'ont fait les clients. Donc une histoire assez compliquée qui est assez vieille aussi parce qu'on parle de 2002 à 2008. Mais vous savez, dans le monde actuel, les procès ça arrive très très vite. Et là, en tout cas, les plaignants demandent 18 milliards de dollars de dommages et intérêts à Mastercard. On est encore très très loin d'arriver à cette somme, mais en tout cas, bon, il y a cette menace qui plane pour la compagnie. Voilà donc pour le monde bancaire. On quitte ce monde financier, ce monde bancaire pour un petit détour par le transport maritime, si vous le voulez bien, Grégory, avec la faillite de Hanjin Shipping. Et du coup, il y a plusieurs milliards de marchandises qui sont en train de errer comme ça en mer sur le globe. Oui, j'ai de la peine à savoir si c'était un sujet dont on parlait beaucoup en Europe, mais ici on commence à en parler assez fortement, parce que vous savez que la saison des fêtes approche, que c'est la saison sur laquelle les détaillants attendent d'avoir les meilleurs résultats, et que s'il y a tout d'un coup des ruptures de stock sur ce qu'ils ont commandé, ça pourrait leur faire assez mal. Mais en fait, alors pourquoi, vous allez me demander, pourquoi ces bateaux de Hanjin ne peuvent pas tout simplement décharger leurs marchandises, même si la compagnie maritime est en faillite? Tout simplement parce qu'en fait les ports, que ça soit le port de New York, Newark ou je ne sais Boston, ne veulent plus accepter ces bateaux parce qu'ils ont peur que puisque la compagnie est en faillite, cette compagnie ne pourra pas payer ses droits d'amarrage, ses taxes, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et ce qu'on apprend en fait, c'est que maintenant ça fait bientôt 10 jours que ces bateaux sont en mer au large de New York et de beaucoup d'autres ports, et qu'en fait le pauvre équipage, il a de la nourriture et de l'eau pour 2 semaines, mais je pense que l'équipage il aurait qu'une envie, c'est de mettre pied sur la terre ferme. Donc c'est une situation dont on va peut-être parler de plus en plus jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Des bateaux fantômes ou presque. Un petit mot également de drones. On a dans le souvenir l'histoire des livraisons d'Amazon qui envisageait de nous livrer en drone, et à présent ce sont ceux de Google qui pourraient nous livrer des burritos. Voilà, et comme vous dites, c'est exactement ça. L'intérêt de cette affaire, c'est en Virginie que ça se passe, c'est que ces livraisons de nourriture mexicaine, de burritos, qui sont faits par Chipotle et qui vont être directement distribués à une université. Il n'y a plus personne dans les restaurants. J'espère que ça ne sera pas ceux qui empoisonnent leurs clients, mais c'est la même compagnie. Mais l'intérêt, c'est que ces livraisons vont être effectuées sous le contrôle de la FAA, qui est l'administration fédérale des transports aériens, et que donc
c'est un pas en avant, si tout se passe bien, vers une adoption peut-être pour beaucoup d'autres moyens de livraison des drones. Donc oui, il y a plusieurs acteurs. Amazon est un acteur important, Google est un acteur important, mais c'est clair que ce qu'il faut surtout, c'est d'avoir des autorisations officielles pour pouvoir en fait voir quel va être le champ d'application de ces livraisons par drone. On ne fera pas qu'il y ait un accident entre un drone qui livre les pizzas, celui qui fait les burritos et les colis que vous aurez commandés chez Amazon. Voilà, exactement. C'est assez dangereux si vous recevez une pizza sur la tête. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé aux États-Unis? C'était un procès retentissant d'un client qui s'était brûlé en achetant du café chez McDonald's en disant le café McDonald's est beaucoup trop chaud. Je me suis brûlé les doigts. Et il a obtenu plus d'1 million de dollars de dommages et intérêts. Donc oui, il faut faire très attention ici, au moins que ces drones arrivent à bon port, si je puis dire. Allez, un petit mot également de Total. Tiens, vous nous parlez d'une boîte française? Oui, enfin Total, c'est une boîte française, mais c'est surtout un des principaux acteurs internationaux de l'énergie. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ils vont acheter 75% des gisements de gaz naturel qu'ils ne détenaient pas dans le Barnett Shale. Ils avaient ce qu'on appelle une joint venture, donc ils avaient des intérêts partagés avec une compagnie qui s'appelle Chesapeake, et ils vont racheter ces 75% de gisements de gaz naturel. Alors pourquoi c'est intéressant? Pour deux raisons. D'un côté, vous voyez des compagnies américaines dans l'énergie qui ont évidemment souffert et qui doivent se désendetter. Le cas de Chesapeake, qui était une des compagnies qui avait le plus gros effet de levier. Donc en vendant ses réserves, elle se désendette, elle va racheter de la dette. Et puis de l'autre côté, vous avez des compagnies qui ont évidemment des finances beaucoup plus solides, qui sont les majors, comme un Total ou un Exxon, qui profitent et qui vont acheter ces réserves à un moment où en fait il y a assez peu de demandes, où les prix sont au plus bas. Donc on peut dire que là Total voit l'avenir. C'est pas quelque chose à court terme, mais se positionne avec des assets dans le gaz naturel très importants aux États-Unis. Voilà donc pour le chapitre business. Est-ce qu'on fait un petit tour quand même du côté politique? Régulièrement, vous nous entretenez des petits développements, des questions ou des épisodes sympathiques de cette campagne américaine. Un petit mot politique? Oui, on parle que de ça en fait ici ce matin. Il y a eu un interview hier du candidat indépendant qui s'appelle Johnson, c'est l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique. Et puis à un certain moment, le journaliste lui a demandé qu'est-ce que vous pensez d'Alep? Et Alep, évidemment, vous savez ce que c'est. Sauf que le candidat, il a dit What is that, Alep? Et il avait l'air complètement de tomber des nues. Le journaliste lui a dit mais vous plaisantez, vous savez pas ce que c'est Alep? Et il a dit non, pas du tout. Et évidemment, c'est devenu alors sur les réseaux sociaux une grande plaisanterie, puisque maintenant il y a le hashtag What's Aleppo, et on peut dire que en fait la candidature de Johnson est pratiquement morte et détruite. On ne peut pas aujourd'hui ignorer les souffrances de la deuxième ville de Syrie, avec les dizaines et centaines de milliers de victimes qui ont été malheureusement blessés ou tués dans cette ville. On n'a qu'à lui dire que c'est du savon. Non, en fait, il s'est excusé en disant, vous savez, l'erreur est humaine, et je pensais qu'on me parlait de quelqu'un que je connaissais pas. Enfin bon, ça passe pas bien. Grégory Volokin pour Mescart Financial Services. Merci beaucoup, Grégory. On rappelle les principaux indices. Bourse, replay. Chaque jour, Grégory Volokin, depuis les bureaux de Mescart, nous accompagne pour vivre au rythme de cette séance américaine. Et aujourd'hui, dans son escarcelle, il y avait notamment Wells Fargo et des comptes fictifs créés. Grégory lui-même a été pris dans la nasse. Alors l'histoire est assez extraordinaire, parce que hier, donc, cette nouvelle est sortie que Wells Fargo avait ouvert 1,5 million de comptes de clients sans les informer en fait. Donc ils avaient créé des comptes fictifs pour ces clients, et ils avaient aussi accordé 500 000 cartes de crédit à ces clients, toujours sans les informer. Pourquoi ils font ça? C'était assez simple. Les employés doivent rendre des comptes, donc ils doivent ouvrir un certain nombre de comptes par semaine ou par mois. C'est ce qu'on appelle des objectifs commerciaux. Quand on a des objectifs, ou bien on les tient, ou bien on les dépasse, mais il y a toujours la façon honnête de le faire, et on peut toujours tricher. Et
et c'est ce qui s'est passé. 5000 employés de Wells Fargo ont triché en créant des comptes fictifs. Alors, dans mon cas, je vais vous dire, ça montre un peu comme c'était simple. J'avais un prêt hypothécaire chez Wells Fargo, aucun problème, comme beaucoup d'Américains. Et puis tout d'un coup, quand j'ai remboursé ce prêt il y a quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais aussi un compte d'épargne, un compte de chèque avec une position de $200 que je n'avais jamais vu chez Wells Fargo. Et qu'est-ce qui s'était passé? Tout simplement, un employé indélicat s'est dit tiens, on va réussir à virer $100 de ce compte hypothécaire sur un nouveau compte qu'on ouvre, puisque ce compte n'aura pas d'activité, le client ne va jamais recevoir d'avis, ni de relevé jusqu'au moment où il va le fermer. C'est ce qui s'est passé et on peut penser qu'il y a un petit malin d'employé de Wells Fargo qui a dû avoir une petite prime. Alors un compte c'est pas grand chose, voilà, mais 1,5 million de comptes c'est beaucoup. Donc 5000 employés qui ont été licenciés sur un certain nombre d'années, une amende de un peu moins de $200 millions qui n'est pas énorme, mais surtout je dirais là le problème de Wells Fargo c'est quand même certaine perte de confiance, je pense, de la part non pas des investisseurs ou pas trop, mais surtout de la part des clients. Bon, vous n'avez pas eu de frais de clôture de compte au moins? Non, ils ont pas été jusque-là. Bon, toujours dans le monde financier, un procès contre Mastercard en Grande-Bretagne, pourquoi? Oui, alors là, c'est de nouveau ce sujet. On sait que les compagnies de cartes de crédit, que ce soit Mastercard, Visa ou American Express, font payer aux marchands, évidemment, des taux assez importants, un certain pourcentage de chaque opération. On sait que American Express, c'est un pourcentage très élevé, que Mastercard et Visa, c'est un pourcentage moins important. Mais selon, en tout cas, les plaignants en Angleterre, ce pourcentage de Mastercard a été gonflé et a été d'une certaine façon débité justement lors des transactions qu'ont fait les clients. Donc une histoire assez compliquée qui est assez vieille aussi parce qu'on parle de 2002 à 2008, mais vous savez dans le monde actuel les procès ça arrive très très vite et là en tout cas les plaignants demandent 18 milliards de dollars de dommages et intérêts à Mastercard. On est encore très très loin d'arriver à cette somme, mais en tout cas bon il y a cette menace qui plane pour la compagnie. Voilà donc pour le monde bancaire. On quitte ce monde financier, ce monde bancaire pour un petit détour par le transport ou presque. Un petit mot également de drones. On a dans le souvenir l'histoire des livraisons d'Amazon qui envisageait de nous livrer en drone et à présent ce sont ceux de Google qui pourraient nous livrer des burritos. Voilà, et comme vous dites, c'est exactement ça. L'intérêt de cette affaire, c'est en Virginie que ça se passe, c'est que ces livraisons de nourriture mexicaine, de burritos, qui sont faits par Chipotle et qui vont être directement distribuées à une université. Il n'y a plus personne dans les restaurants. J'espère que ça ne sera pas ceux qui empoisonnent leurs clients, mais c'est la même compagnie. Mais l'intérêt, c'est que ces livraisons vont être effectuées sous le contrôle de la FAA, qui est l'administration fédérale des transports aériens, et que donc c'est un pas en avant, si tout se passe bien, vers une adoption peut-être pour beaucoup d'autres moyens de livraison des drones. Donc oui, il y a plusieurs acteurs. Amazon est un acteur important, Google est un acteur important, mais c'est clair que ce qu'il faut surtout, c'est d'avoir des autorisations officielles pour pouvoir en fait voir quel va être le champ d'application de ces livraisons par drone. Bon, il ne faudra pas qu'il y ait un accident entre un drone qui livre les pizzas, celui qui fait les burritos et les colis que vous aurez commandés chez Amazon. Voilà, exactement. C'est assez dangereux si vous recevez une pizza sur la tête. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé aux États-Unis? C'était un procès retentissant d'un client qui s'était brûlé en achetant du café chez McDonald's en disant le café McDonald's est beaucoup trop chaud. Je me suis brûlé les doigts. Et il a obtenu plus d'1 million de dollars de dommages et intérêts. Donc oui, il faut faire très attention ici, au moins que ces drones arrivent à bon port, si je puis dire. Allez, un petit mot également de Total. Tiens, vous nous parlez d'une boîte française?
Oui, bon, enfin Total, c'est une boîte française, mais c'est surtout un des principaux acteurs internationaux de l'énergie. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ils vont acheter 75% des gisements de gaz naturel qu'ils ne détenaient pas dans le Barnett Shale. Ils avaient ce qu'on appelle une joint venture, donc ils avaient des intérêts partagés avec une compagnie qui s'appelle Chesapeake, et ils vont racheter ces 75% de gisements de gaz naturel. Alors pourquoi c'est intéressant? Ben pour deux raisons. D'un côté, vous voyez des compagnies américaines dans l'énergie qui ont évidemment souffert et qui doivent se désendetter. Le cas de Chesapeake était une des compagnies qui avait le plus gros effet de levier. Donc en vendant ses réserves, elle se désendette, elle va racheter de la dette. Et puis de l'autre côté, vous avez des compagnies qui ont évidemment des finances beaucoup plus solides, qui sont les majors comme un Total ou un Exxon, qui profitent et qui vont acheter ces réserves à un moment où en fait il y a assez peu de demandes, où les prix sont au plus bas. Donc on peut dire que là Total voit l'avenir. C'est pas quelque chose à court terme, mais se positionne avec des assets dans le gaz naturel très importants aux États-Unis. Grégory Volokin, depuis les bureaux de Mescart Financial Services, avec qui on était en ligne tout à l'heure pour vous faire vivre tout ce qui se raconte sur... Un gros scandale aujourd'hui dans le monde bancaire aux États-Unis. On apprend que Wells Fargo vient de licencier plus de 5000 de ses employés pour avoir fraudé. Ils ont ouvert des comptes à des clients qu'ils n'avaient pas demandé. Tout ça pour empocher des commissions commerciales. Et figurez-vous que Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, que vous pouvez retrouver tous les après-midi dans Intégral Bourse sur BFM Business, fait partie des clients victimes de la fraude. Il nous racontait tout à l'heure sa mésaventure. J'avais un prêt hypothécaire chez Wells Fargo, aucun problème, comme beaucoup d'Américains. Et puis tout d'un coup, quand j'ai remboursé ce prêt il y a quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais aussi un compte d'épargne, un compte de chèque avec une position de $200 que je n'avais jamais vu chez Wells Fargo. Et qu'est-ce qui s'était passé? Tout simplement, un employé indélicat s'est dit tiens, on va réussir à virer $100 de ce compte hypothécaire sur un nouveau compte qu'on ouvre, puisque ce compte n'aura pas d'activité, le client ne va jamais recevoir d'avis, ni de relevé jusqu'au moment où il va le fermer. C'est ce qui s'est passé et on peut penser qu'il y a un petit malin d'employé de Wells Fargo qui a dû avoir une petite prime. Alors un compte c'est pas grand chose, voilà, mais 1,5 million de comptes c'est beaucoup. Donc 5000 employés qui ont été licenciés sur un certain nombre d'années, une amende de un peu moins de $200 millions qui n'est pas énorme, mais surtout je dirais là le problème de Wells Fargo c'est quand même certaine perte de confiance, je pense, de la part non pas des investisseurs ou pas trop, mais surtout de la part des clients. Bon, vous n'avez pas eu de frais de clôture de compte au moins? Non, ils ont pas été jusque-là. Grégory Volokin dans Intégral Bourse avec Cédric Decoeur cet après-midi. Il est 18h06 sur BFM Business. Dans un instant, vous retrouvez 7 jours dans le monde, Fabrice Lundy.